Alors, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, on essaye dans un premier temps de vous présenter le plan ou le contenu de cette deuxième partie du chapitre magnétostatique dans le vide. Alors, on commence par l'effet Hall et force de la place. Ensuite, on traitera le champ magnétique créé par une ou plusieurs charges en mouvement. On passera au champ magnétique créé par des courants électriques, notamment le champ magnétique créé par une distribution de courant linéique, le champ magnétique créé par une distribution de courant volumique et le champ magnétique créé par une distribution de courant surfacique. On terminera par les règles qui permettent la détermination de sens de champ magnétique. Alors, effet Hall et force de la place. Alors, dans la séance précédente, on a parlé d'une particule de charge Q est animée d'une vitesse V qui est placée dans un champ magnétique B. Alors cette particule, donc, elle subit la force magnétique F est égale à QV produit vectoriel B. Alors cette fois-ci, on veut déterminer la force totale qu'exerce un champ magnétique B sur un conducteur constitué par un ensemble de charges. Alors pour ce faire, considère un conducteur parallélépipédique qui est placé dans un champ magnétique B orienté selon l'axe OZ. Alors, ce conducteur parallélépipédique, il est parcouru par un courant I. Il est constitué par des charges mobiles, des électrons, de densité volumique ρ m, et par des charges fixes, les ions positifs de densité volumique ρ de F. Alors, en régime permanent, le matériau il est neutre. Ça veut dire que la somme des charges positives et la somme des charges négatives est égale à 0. Ou encore la somme de la densité volumique ρ de m et de la densité volumique ρ de F égale à 0. Alors, en absence de champ magnétique, chaque électron de conducteur animé d'une vitesse v qui est opposée au sens de courant I, un mouvement rectiligne qui est selon l'axe OY. Alors, en présence d'un champ magnétique B, chaque électron de conducteur, il va subir la force magnétique de Lorentz. Fm est égal à QV, produit vectoriel B. Alors, la charge Q de l'électron est négative égale à moins E. Par conséquent, la force magnétique Fm est égale à moins EV, produit vectoriel B. Alors, la vitesse V de l'électron, il est orienté selon l'axe OY, donc il est porté selon le vecteur unitaire U de Y. B, il est selon l'axe OZ, donc il est porté selon le vecteur unitaire E de Z, et par conséquent, la force magnétique Fm, en effectuant le produit vectoriel ou bien la règle des trois doigts, donc elle est orientée, selon moi, E de X. Donc la force magnétique Fm, elle est dirigée selon moi E de X, ce qui implique que dans le régime transitoire, c'est-à-dire au début de mouvement, donc cette force a tendance à dévier les électrons vers la paroi de la plaque. On l'a déjà expliqué, en absence de champ magnétique, donc les électrons, ils ont une trajectoire rectiligne selon l'axe OY. Alors, en présence de la force magnétique Fm qui est dirigée selon le vecteur unitaire moins X, cette force, donc, il tend à dévier les électrons vers la paroi 2, on aura donc avec le temps une accumulation des charges négatives dans la paroi 2, et par influence, il y a apparition des charges positives dans la paroi 1. Alors, comme il y a des charges négatives dans la paroi 2, de conducteur, et des charges positives dans la paroi 1, il y a donc naissance d'un champ électrique qui est orienté toujours des charges positives vers les charges négatives. Alors, ce champ-là, il s'appelle, c'est le champ de Hall. Le but, c'est de déterminer la force totale, la force de la place qu'exerce un champ magnétique B sur l'ensemble de conducteurs. Alors, pour ce faire, considérons un élément de conducteur de volume d-tau, qui porte une charge dQ. Pour déterminer cette force de la place là, on va assimiler la charge élémentaire dQ à une particule. Et par conséquent, comme l'élément de volume, il est constitué par des charges positives et des charges négatives. Donc, les charges négatives vont subir de force, la force magnétique exercée par le champ magnétique B et la force électrique exercée par le champ E de H.
contrairement aux charges positives qui ont vitesse nulle et ne vont subir que la force électrique de la part de champ électrique E de H. Alors donc une charge D de Q, alors il subit donc la force dF qui est égale à dFm plus dFf avec dFm. Alors c'est la force que subit les charges négatives. Alors de la part de champ magnétique B et de champ électrique E de H, et dFf c'est la force que subit les ions positifs fixes de la part de champ électrique E de H. Alors dFm c'est dQm de V produit vectoriel B plus dQm de OH. Alors dFf c'est dQf fois E de H. Alors comme d de Q c'est ρ fois d taux, donc dQm c'est ρm d taux. Alors dQf c'est ρf d taux. Par conséquent, donc la force de la place élémentaire dF s'écrit donc ρm d taux V produit vectoriel B plus ρm d taux E de H plus ρf d taux E de H. Alors en régime permanent, la somme des charges positives plus la somme des charges négatives égale à 0. Par conséquent, on a ρ de m est égal à moins ρ de f. Alors, et par suite, donc le deuxième et troisième terme, alors se compensent, ça veut dire leur somme égale à 0. Et par conséquent, donc la force élémentaire dF se réduit à l'expression ρ de m d taux V produit vectoriel B qu'on peut encore écrire G d taux produit vectoriel B avec le vecteur G, c'est le vecteur densité volumique de courant qui est égal à ρm fois le vecteur V, encore c'est NE fois V, avec N, c'est le nombre d'électrons dans le conducteur. Alors dF est égal à G taux produit vectoriel B et la force de la place élémentaire exercée par le champ magnétique B sur l'élément de volume d taux parcouru par un courant volumique I. Alors pour un conducteur filiforme, c'est-à-dire pour un conducteur ayant la forme d'un F, la force élémentaire exercée par le champ magnétique B sur un élément dL de longueur de fil de conducteur qui est orienté dans le sens du courant, il est donné par dF est égal à I dL produit vectoriel B. Alors en effet, on a dF est égal à G d taux produit vectoriel B, on remplace d taux par le produit scalaire de S et dL, ce qui donne dF est égal à vecteur S scalaire dL de G produit vectoriel B égale encore à S scalaire G dL produit vectoriel B qui est égal à I dL produit vectoriel B avec le courant I qui est égal au produit scalaire de vecteur S et le vecteur densité volumique G. Alors d'une manière générale, on a I est égal à l'intégrale de G scalaire ds. C'est le vecteur G, il est uniforme dans tous les circuits. On peut le faire sortir de l'intégrale et par suite on a I est égal à J scalaire le vecteur S. Alors la résultante des forces magnétiques est telle que, alors D de F est égal à I dL pour un conducteur filiforme et par conséquent la force F totale exercée par le champ magnétique B sur le conducteur filiforme est telle que le vecteur F est égal à l'intégrale I dL produit vectoriel B, l'intégration elle porte sur tout le fil. Alors pour un conducteur volumique, on a dF égale à G d taux produit vectoriel B, ce qui implique que la force F qui est exercée par le champ magnétique B sur le conducteur volumique est l'intégrale G d taux produit vectoriel B, où l'intégration elle porte sur tout le volume de conducteur. Alors donc cette force de Laplace, il prend le nom de Pierre-Simon de Laplace. Alors comme remarque, la force Lorentz est une force microscopique qui s'applique à des porteurs de charge Q en mouvement dans un champ magnétique B, alors que la force de Laplace est une force macroscopique qui s'applique à tout le conducteur. Alors passons au champ magnétique créé par une charge en mouvement. Alors considérons une particule de charge Q située en un point P animé d'une vitesse V dans un référentiel galiléen. Alors elle crée en M qui est distant de R de point P, alors le champ magnétique B qui est égal à μ0 sur 4P QV produit vectoriel vecteur R sur R3. Avec μ0 qui est égal à 4P 10 puissance moins 7 newton ampère moins 2, ou encore c'est Henri mètre moins 1, donc c'est la perméabilité magnétique du vide. Alors cette perméabilité magnétique du vide, elle est liée à la permittivité du vide ε0 et de la célérité de la lumière, ça veut dire la vitesse de la lumière, par la relation ε0 μ0 c carré qui est égal à 1.
Alors, en système international, l'unité de champ magnétique B est le Tesla. Un Tesla est égal à 1 Newton, ampère moins 1, mètre moins 1. Alors, donc, le champ magnétique peut être exprimé encore avec l'unité de Gauss. Un Gauss est égal à 10 puissance moins 4 Tesla. Alors, champ magnétique créé par plusieurs charges en mouvement. Alors, considérons donc plusieurs charges Q1, Q2 jusqu'à Qn, ayant des vitesses V1, V2 jusqu'à Vn respectivement. Alors, ces charges, donc, elles créent en un point M le champ magnétique B de M qui est égal à la sommation du champ magnétique B de I pour I varie de 1 jusqu'à N. Où B de I est le champ magnétique créé par une particule de charge QI et de vitesse VI tel que B de I est égal à mi0 sur 4P QI VI produit vectoriel EI sur RI au carré avec le vecteur unitaire EI est égal au vecteur RI sur RI. Alors le champ magnétique donc total créé par l'ensemble de charges, il prend cette forme. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est le principe de superposition. Alors on présente ici quelques ordres de grandeur de champ magnétique. Alors, le champ magnétique terrestre, il est très faible, il est de l'ordre de B égale à 0,5 Gauss ou encore 50 micro-Tesla. Alors, le champ magnétique créé par des électrons émo qui sont des émons superficiels, alors il varie de 0,1 Tesla à 2 Tesla. Alors, ces valeurs correspondent à des champs moyens. Alors, le champ magnétique créé par une bobine supraconductrice, il est de l'ordre de 20 Tesla. Les bobines de fil de cuivre émaillé produisent un champ maximum de l'ordre de 100 Tesla. Ce sont des champs magnétiques très intenses. Alors, passons au champ magnétique créé par des courants électriques. Alors, dans la séance précédente, on a montré l'expérience de Hans Christin qui explique la génération d'un champ magnétique par un courant, c'est-à-dire la création d'un champ magnétique par un ensemble de porteurs de charge ou par un conducteur qui est parcouru par un courant électrique. Alors, Jean-Baptiste Biot et Félix Savart ont établi une relation théorique qui explique la génération, bien la formation d'un champ magnétique à partir d'un conducteur qui est parcouru par un courant électrique. Alors, on distingue donc trois types de courants, courant filiforme, courant volumique et courant surfacique. Alors, commençons par le courant filiforme. Alors, on parle aussi de la distribution linéaire de courant. Alors, considérons un conducteur filiforme C de longueur qui est très supérieur à la dimension transversale, ça veut dire à la section de fil, et qui est parcouru par un courant I. Alors, pour déterminer le champ magnétique total créé par ce conducteur filiforme, alors on considère un élément de longueur D de L centré au point E, au point P. Alors, ce vecteur D de L est orienté dans le même sens que le courant I. Alors, il crée en M le champ élémentaire D de B qui est égal à mi0 sur 4P dQV produit vectoriel vecteur R sur R3. Alors, D de Q fois V est égal à D de Q fois D de L sur dt, car le vecteur V c'est distance sur le temps, donc c'est le vecteur dL sur D de t, qui peut encore s'écrire dQ sur dt fois le vecteur D de L. Le rapport dQ sur dt est égal au courant I, et par suite, dQ fois V est égal à I dL, est égal à D fois C, ce qu'on appelle, c'est l'élément de courant pour un circuit filiforme. Alors donc, le champ magnétique élémentaire D de B créé par l'élément D de L au point M, alors s'écrit D de B est égal à mi0 I sur 4pi dL produit vectoriel R sur R3, encore mi0 sur 4pi et dL produit vectoriel ER sur R carré, avec U de R c'est R, le vecteur R sur R. Alors cette relation se nomme, c'est la loi de Biot et Savart. Alors, le champ magnétique total créé par tout le conducteur filiforme est donc B de M est égal à l'intégrale de mi0 sur 4pi et le vecteur dL produit vectoriel. Alors, U de R sur R carré, l'intégration, il porte surtout le volume V. Alors, passons au courant volumique. Alors, considérons un conducteur volumique non filiforme, c'est-à-dire n'ayant pas la forme d'un fil de grande section S et parcouru par un courant de vecteur densité J. Alors donc, pour déterminer le champ magnétique total créé par ce conducteur volumique en un point M,
Donc, on considère que ce conducteur volumique, il est constitué par un ensemble de conducteurs filiformes, alors de section D de S est parcouru par un courant D de I qui est égal à JV ds avec GV, c'est le vecteur densité volumique de courant G. Alors, prenons un élément de volume de ce conducteur filiforme, un élément de volume d qui est égal à ds fois d de L. Alors cet élément de volume, donc, il crée en M le champ magnétique dB qui est égal à μ0 sur 4pi dc produit vectoriel R sur R3. Alors comme ici le conducteur filiforme il est parcouru par un courant d de I, donc l'élément de courant dc est égal à di fois le vecteur d de L, alors qui est égal donc à jv ds scalaire d de L, encore le vecteur de courant dc, l'élément de courant dc est égal à jv fois d taux. Alors l'élément de courant dc peut être déterminé d'une autre manière, soit d de c est égal à dq fois v, on remplace dq par ρ d taux fois v, qu'on peut encore écrire c'est ρ fois la vitesse v fois d taux, alors gv c'est ρ fois v, et par conséquent l'élément de courant dc est égal à jv fois d taux. Alors, le champ magnétique total créé par le conducteur volumique est par conséquent égal à μ0 sur 4pi. Alors, l'intégrale triple de GV d taux, produit vectoriel E de R sur R carré. Alors, passons au courant surfacique. Alors, considérons donc un conducteur parallélépipédique. Alors, de côtés, ou bien de dimension, alors grand L, petit l et petit e. Alors donc, ce conducteur volumique, il est parcouru par le vecteur densité volumique J. Alors si on considère que ligne de dimension transversale, par exemple E, elle est négligeable devant les dimensions grand L et petit l, donc on peut modéliser ce circuit volumique par une distribution superficielle de courant, ce qu'on appelle nappe de courant d'épaisseur E. Alors c'est-à-dire que pour E, la dimension E transversale qui est très inférieure aux dimensions grand L et petit l, donc on remplace ce conducteur volumique alors qui est parcouru par le vecteur densité de courant par un conducteur surfacique parcouru par le vecteur densité de courant surfacique J de S. Alors tel que J de S est égal à le produit de G fois E avec G c'est le vecteur densité volumique de courant. Encore ici c'est la densité surfacique sigma qui est égale à ρ fois E avec ρ c'est la densité volumique. Alors ceci n'est vrai que si E il est très inférieur aux côtés ou aux dimensions L et L. Alors donc le but c'est de déterminer le champ magnétique créé par ce conducteur surfacique qui est parcouru par le vecteur densité de courant GS en un point M. Alors donc pour ce faire, alors considérons que ce conducteur surfacique il est constitué par un ensemble alors des conducteurs filiformes qui sont parcourus par le courant D de I. Alors pareil au cas précédent, cas de conducteur volumique. Alors donc considérons un élément de surface D de S qui est égal à D de grand L ou à D de L de ce conducteur filiforme qui est parcouru par le courant DI, cet élément ds, alors il crée en M alors le champ magnétique μ0 sur 4p, alors D de C produit vectoriel R sur R3. Alors comme ce conducteur filiforme qui est parcouru par le courant D de I, alors D de C, l'élément de courant D de C est égal à D de I fois D fois le vecteur D de L. Alors D de L, le grand L, ça c'est alors l'élément de longueur qui est de même sens que le courant D de I, ou bien même sens que le vecteur densité surfacique G de S. Alors, donc pour déterminer D de C, il faut déterminer D de I. Alors ici, D de I c'est G scalaire D de S. Alors ici, D de S c'est D de sigma. Alors avec D sigma c'est E fois D de L. Le vecteur D de sigma, donc il est perpendiculaire à la surface D de sigma qui est formée par E et par D de L. Donc, il est porté par le vecteur N. Alors, ce vecteur N, il est parallèle au vecteur densité J. Ou bien, si je reviens ici au conducteur surfacique, donc il est perpendiculaire au vecteur densité G de S. Alors, donc, on a GS et le vecteur N, ils sont parallèles. Et par conséquent, donc, on peut écrire D de IC. Donc, c'est le vecteur G fois N D sigma qui est égal à Gn E D de L.
Alors, donc, on remplace D sigma par E fois D de L. Alors, comme E, il est négligeable devant grand L et petit l, donc on peut écrire que, alors le vecteur densité volumique G fois la dimension E, c'est le vecteur G de S, comme c'est exprimé ici, GS est égal à G fois E, le vecteur GS, donc, est égal au vecteur G fois E. Alors, donc, D de E, donc, c'est créé, c'est le vecteur GS scalaire N D de L. GS scalaire N, donc, c'est GS. Alors, le vecteur N, il est parallèle GS. Si on veut déterminer le courant, alors le courant I, c'est l'intégrale GS scalaire N D de L entre les points A et B. Alors ici, on s'intéresse uniquement au courant D de I. Alors donc, le vecteur D de C, le vecteur élément de courant DC, donc c'est D de I fois D de L. On remplace D de I par GS fois DL. Donc D de C, c'est GS DL fois le vecteur D de L. Alors qui peut encore s'écrire, c'est GS DL fois DL. Alors, alors on a D de L, l'élément de longueur D de L et G de S sont de même sens. Donc on peut écrire GS fois le vecteur D de L égale le vecteur G de S fois le vecteur D de grand L. Par conséquent, D de grand C est égal à G de S fois D de S. Alors, l'élément de courant D de C peut être déterminé d'une autre manière, soit D de C égale à D que fois V, D de QC, ρ, D tau fois V pour un conducteur volumique. Alors, on remplace donc D tau c'est E fois D de S. Donc, ce qui donne DC est égal à ρ E DE soit V, comme E il est très inférieur et négligeable devant les dimensions L et petit l, donc on peut écrire que sigma, la densité surfacique, est égale à la densité volumique fois la dimension transversale E. Donc par conséquent, on a D de C est égal à sigma ds fois le vecteur V. Alors sigma fois le vecteur V, c'est le vecteur densité de surface G de S. Par conséquent, D de C est égal à GS ds. Alors donc le champ magnétique élémentaire DB créé par l'élément de surface DS, alors qui est parcouru par le vecteur densité G de S, donc aura comme expression DB qui est égal à μ0 sur 4pi GS DS produit vectoriel ER sur R carré. Alors le champ magnétique total créé par tout le conducteur surfacique en un point M, alors est donc B est égal à μ0 sur 4pi, l'intégrale double GS ds produit vectoriel ER sur R carré, où l'intégration elle porte sur toutes les surfaces S de conducteurs surfaciques. Alors donc, pour terminer, alors on représente ici les règles qui permettent la détermination de sens de champ magnétique. Alors, on commence par la règle de la main droite appliquée au cas d'un fil. Alors, pour un fil, donc, le courant, ça circule de bas vers le haut, des charges positives vers les charges négatives. Alors, si on oriente le pouce de la main droite dans la direction du sens conventionnel de courant, c'est-à-dire de plus vers moins, alors le sens de flexion du doigt indique la direction du champ magnétique comme le montre cette figure. Alors, passons, deuxième règle, c'est la règle de la main droite, mais appliquée au cas d'une bobine. Alors, comme le montre cette figure, la bobine, donc, il est parcouru par un courant I qui est alors orienté dans ce sens. Alors, on place les doigts et on les fait tourner dans le même sens que le courant dans la bobine, le sens de pouce dans le sens du champ magnétique à l'intérieur de la bobine, donc, qui est orienté vers le haut. Alors donc, passons à la troisième règle, c'est la règle, disons, de bonhomme d'ampère appliquée au cas d'un fil conducteur. Alors le courant ici, donc, il est orienté de bas vers le haut, donc de sens positif vers le sens négatif. Donc le bonhomme est placé sur le fil de telle sorte que le courant le traverse des pieds vers la tête et le regarde dans la direction de M et le sens du champ magnétique B est donné par son bras gauche. Alors, règle du turbochon, ou dites encore c'est règle de Maxwell, alors appliquée au cas d'Inspire. Alors, cette règle s'applique notamment pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique induit par une boucle de courant, ce qu'on appelle aussi Inspire, comme le montre cette figure. Donc, vous avez une boucle de courant Inspire qui est parcourue par un courant I orienté dans ce sens. Alors, la règle est la suivante. Donc, en tournant le tire-bouchon dans le sens
de courant par quand on l'aspire, celui-ci, c'est-à-dire alors le tire-bouchon, alors il vise dans le sens du champ magnétique qui est orienté vers le haut. Alors merci pour votre attention.